30 janvier, le groupe décide de suspendre tous ses vols vers la Chine. Mi-mars, de nombreux pays appliquent des restrictions fortes sur les flux de passagers en provenance ou transitant en Europe, France. L'Europe prend des décisions similaires sur les flux de passagers non européens. 17 mars, le président de la République française annonce le confinement des Français. Transavia France suspend ses opérations le 21 mars, suivi 48 heures plus tard par Transavia Hollande. Hop suspend toutes ses opérations le 23 mars. Orly ferme le 31 mars au soir. Aujourd'hui, Air France opère moins de 5% de son programme, vous avez dit 2 tout à l'heure, Monsieur le Président, KLM, moins de 10. C'est une crise d'une gravité extrême et sans aucun précédent. Ceci étant, notre groupe, je crois, l'affronte avec 3 idées forces. Tout d'abord, adapter rapidement le groupe à cette situation sans précédent. Ensuite, apporter tout notre appui aux États français et hollandais dans la gestion des rapatriements et les approvisionnements de fret médical. Et vous savez la fierté que c'est pour l'ensemble du groupe Air France KLM et de ses employés. Troisième point, faire de cette crise un point de départ pour un modèle vertueux au plan du mix écologique, économique, en considérant Air France KLM comme l'une des infrastructures de reconstruction du modèle post-Covid. Ces dernières semaines, Ben et toute l'équipe managériale du groupe, les dirigeants des compagnies et leur management se sont mobilisés pour identifier tous les moyens possibles de minimiser les impacts financiers de cette terrible crise. Continuer à mener les opérations que nous effectuons, dont les rapatriements et le pont aérien de fret médical. Commencer aussi à préparer la reprise du groupe dans les semaines à venir. Les équipes font un travail absolument exceptionnel pour gérer cette crise sans précédent et mettre en œuvre la stratégie du groupe, celle de préserver un minimum d'activité et d'assurer la sécurité sanitaire de nos personnels et de nos clients. Historiquement, nous avons souvent fait le choix de rester présents dans la mesure du possible dans toutes les crises traversées. De nouveau, nous sommes présents, même si nos activités sont très fortement réduites, comme je vous l'ai indiqué. La réduction massive de notre offre ne peut que se poursuivre en avril, mai. Cependant, le groupe continuera d'être aux côtés des États français et néerlandais et de leurs concitoyens. En ce qui concerne Air France, la compagnie est pleinement présente, avec notamment le pont aérien, après avoir assumé les rapatriements. Elle continuera d'être présente pendant la relance et c'est une fierté pour les 46 000 collaborateurs d'Air France. En parallèle, l'État français est intervenu auprès du groupe, comme auprès d'autres secteurs, très rapidement et très efficacement pour sauvegarder la situation de trésorerie court terme par des reports de charges et de taxes. Il en est de même aux Pays-Bas. Par ailleurs, des discussions sont actuellement en cours pour surmonter les difficultés de trésorerie sur les mois à venir sous forme de prêts garantis par les États ou par des prêts directs des États au groupe ou à ses filiales. Je voudrais dire que dès le premier jour de la crise, le groupe et son management a pris toutes les mesures économiques et financières qui s'imposaient pour préserver sa trésorerie et ses liquidités. Le groupe a montré sa capacité d'adaptation interne extrêmement rapide. Et je voudrais ajouter aussi, et vous le savez, que depuis 2 ans maintenant, une nouvelle dynamique s'est instaurée au sein du groupe avec l'arrivée de Ben Smith à sa tête et d'Anne Rigail à la tête d'Air France. Leur méthode alliant concertation, dialogue et inclusion de toutes les parties prenantes internes et externes a commencé à montrer son efficacité pour la partie française du groupe avant le début de la crise que nous connaissons. Et c'est bien là le mérite que nous devons reconnaître à de grands professionnels que sont Ben Smith, Anne Rigail et pour la partie néerlandaise KLM, Peter Alberts. Je suis convaincue que cette crise est un catalyseur pour accélérer la transformation de l'aviation civile et nous avons notre rôle à jouer. Accélérer notre engagement de longue date dans la transition environnementale
en recherchant l'alignement des équilibres écologiques et économiques. Disposer d'un groupe comme Air France KLM est un levier de compétitivité pour tous les secteurs économiques de la France, des Pays-Bas et plus largement de l'Europe. Disposer de 2 hubs, à Paris et à Amsterdam, pour relier la France, première destination touristique en Europe, et Amsterdam pour les Pays-Bas, au reste du monde est un actif de souveraineté pour nos 2 nations. Cet actif se révèle indispensable pendant la crise et se révélera indispensable pour la relance de nos économies. Je dois dire que les 2 ans passés à la tête de ce groupe me permettent d'exprimer devant vous toute ma confiance en Ben Smith au titre du groupe, en Anne Rigail au titre d'Air France et Peter Alberts pour KLM, pour relever les défis et transformer cette crise en opportunité pour le groupe et nos compagnies. Je vais passer maintenant la parole à Ben Smith qui va vous donner plus d'éléments sur les perspectives du groupe Air France KLM, puis Anne vous présentera les mesures d'adaptation et les engagements pris par Air France. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci. Donc, Monsieur Ben Smith, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci, Madame la Présidente. Anne-Marie, merci. Donc, la situation est d'une extrême gravité. Dans le monde entier, toutes les flottes de compagnies aériennes sont clouées au sol. C'est une situation sans précédent à laquelle le secteur du transport aérien n'a jamais été confronté depuis ses origines. Les compagnies feront faillite. D'ailleurs, cela a déjà commencé. Hier, Virgin Australia est en cessation de paiement et la France ne sera probablement pas épargnée. Cette crise est grave car elle s'inscrit dans la durée. Elle va modifier profondément la gestion des enjeux sanitaires dans les États, les attentes et les comportements des voyageurs. Elle impactera l'économie en ayant stoppé brutalement les échanges. La capacité d'adaptation individuelle et collective des acteurs est clé pour y survivre. Il est difficile de donner avec précision des perspectives de trafic. Si nous regardons les analyses faites par certains experts et professionnels du tourisme, un scénario semble se dessiner qui pourrait être un retour au niveau d'activité de 2019 vers 2022. Le groupe Air France KLM a été frappé de plein fouet et la dynamique de programme du plan stratégique que j'ai lancé avec toute l'équipe de management du groupe et de ses compagnies arrêté en pleine progression. Mon engagement est de mener ce plan à son terme avec les ajustements à l'accélération et transformation nécessaires. Ce plan reste articulé autour de 3 axes. Rétablir la stabilité sociale au sein d'Air France, tout en transformant le modèle actuel, tirer parti du modèle performant de KLM et poursuivre la croissance de Transavia. La transformation durable et la transition écologique sont inscrits au cœur de ce plan stratégique dont l'ambition est de retrouver des niveaux de compétitivité comparables à ceux de nos pairs. Le groupe Air France KLM constitue un actif de souveraineté pour les États français et néerlandais, mais aussi pour l'Europe, qu'il faut préserver tant la montée en puissance des hubs aux portes de l'Europe est intense. Au-delà de la forte mobilisation de l'ensemble des équipes en interne pour mettre en œuvre l'ensemble des transformations indispensables. Le groupe Air France KLM est en discussion avec les États français et néerlandais pour obtenir un soutien, comme Anne-Marie vous l'a dit. Compte tenu de la crise à laquelle nous sommes confrontés, de sa durée et incertitude qu'elle génère, ce soutien est indispensable pour permettre au groupe de traverser cette période critique et lui donner les moyens de mettre en place un modèle aérien plus vertueux, mais aussi plus collectif via le dialogue social, la concertation et l'inclusion.
Mais ces aides devront être remboursées et ce soutien engage notre responsabilité. Le groupe Air France-KLM fait partie des infrastructures de la relance. La reprise post-COVID-19 s'annonce lente et progressive. Nous sommes prêts à accélérer notre transformation. Il y a plusieurs sujets où l'effort collectif doit s'imposer et où Air France-KLM investira son énergie. Nous souhaitons aussi que le monde post-COVID coïncide avec un nouveau chapitre de l'histoire du groupe Air France-KLM. D'abord, une priorité donnée à la sécurité sanitaire de nos clients et de nos employés. Une compétitivité retrouvée socle de notre engagement vers l'avenir de l'aviation civile, fondée sur de nouveaux principes, des engagements concrets et une méthode ouverte pour engager tous les acteurs de la filière aéronautique. Nous continuerons à connecter la France et ses territoires, la France et l'Europe au monde. Il s'agit d'un engagement central au service de tous les citoyens et de tous les secteurs économiques. Nous formulerons des engagements sur le plan de l'avenir de la mobilité en France, notamment avec le secteur ferroviaire, les aéroports et les autres modes de transport, en réfléchissant passagers et frais, métropole en France, d'outre-mer et bien sûr connexion au reste du monde. Avec l'aide des gouvernements français et néerlandais, nous donnerons toute notre énergie pour que la filière réussisse le Green Deal européen, que l'importance économique de l'aviation et la nécessité écologique s'alignent au service du progrès. À travers la présidence d'A4E, l'Association européenne des compagnies aériennes, que je s'assure depuis début mars, le groupe a une opportunité de promouvoir dans cette année cruciale la vision française de l'avenir du secteur aérien, en particulier s'agissant du Green Deal européen en cours de discussion. Air France comme KLM réduira de 50% les émissions de CO2 par passager kilomètre d'ici à 2030 par rapport à l'année de référence de 2005. La moitié de cet objectif a été atteinte en 2019. Pour réduire les émissions de CO2 à la source et à la montée en puissance de l'utilisation de biocarburants de deuxième génération, nous souhaitons participer pleinement en Europe à la constitution d'une filière française de biocarburants aéronautiques. En France, l'utilisation de biocarburants durables est compatible avec les ambitions françaises de la feuille de route nationale sur les biocarburants. En concertation avec les pouvoirs publics, cette utilisation devra être graduelle, globale et s'appuyer sur les investissements verts et mécanismes de compensation nécessaires à la constitution d'une filière biocarburant aéronautique dans le respect des équilibres économiques de tous les acteurs de la filière. Nous nous engageons à expliquer ces enjeux importants et prometteurs au grand public, notamment pour les compagnies aériennes. Le renouvellement accéléré de la flotte avec la sortie anticipée d'avions polluants et poursuite de l'entrée d'appareils moins bruyants et moins consommateurs de kérosène, moins 25% en termes d'émissions de CO2 par exemple, c'est très très important pour nous. Je vais maintenant passer la parole à la directrice générale d'Air France, Anne Rigail, s'agissant des actions et des perspectives pour le groupe Air France. Merci beaucoup. Donc, Madame Rigail, nous vous écoutons. Oui, bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je crois que le groupe Air France, tout d'abord, a contribué à une grosse opération de rapatriement. Je vais vous donner quelques chiffres. Alors que l'espace aérien mondial était en train de se fermer à une vitesse assez inédite pour nous, les vols d'Air France et de Transavia ont permis de rapatrier depuis mi-mars plus de 270 000 passagers, dont 150 000 ressortissants français et 44 000 ressortissants communautaires de plus. Ce travail a été mené en pleine coopération avec le centre de crise du Quai d'Orsay et je pense que c'est un bel exemple de partenariat public-privé dans ce contexte de crise. On a réussi à ramener ces ressortissants depuis 82 pays dans le monde et nous avons veillé à plafonner nos tarifs et mettre en place des tarifs spécifiques et nous n'avons évidemment réalisé aucun profit sur ces rapatriements, d'autant plus que de nombreux vols allés volaient à vide.
puisque nous n'étions pas autorisés finalement par les autorités de destination à envoyer des ressortissants européens. Le personnel à bord est formé à ces situations de peur et d'anxiété. Il a eu un souci constant, évidemment, de protéger nos clients. Dans la foulée, et cela continue bien sûr, nous tentons d'amener une contribution que nous souhaitons majeure au pont aérien qui a été mis en place avec la Chine pour approvisionner la France en matériel médical. Donc, nous utilisons tant nos 777 tout cargo que nos 777 passagers qui, en l'occurrence, sont utilisés pour le fret, en soute et en cabine d'ailleurs. Et donc, cette semaine, 5 rotations d'avions tout cargo, 3 rotations de 777 tout passager. Et à partir de la semaine prochaine, nous monterons à 7 fréquences par semaine pour les 777 tout passagers. Nous continuons à relier la France métropolitaine et les territoires d'outre-mer et la France d'outre-mer. Et nous sommes la seule compagnie aujourd'hui à maintenir une activité sur Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne et Saint-Denis de la Réunion pour assurer la continuité territoriale. Alors, évidemment, le grand sujet, c'est que prendre l'avion, aujourd'hui et après le début du déconfinement, doit se faire sur la base d'actions qui garantissent la sécurité sanitaire de nos clients et de nos personnels au sol comme à bord. Et donc, nous avons renforcé le nettoyage de nos cabines, nous avons adapté le service à bord pour réduire au maximum les contacts et nous avons communiqué proactivement vers nos passagers sur ces actions. Sur la quasi-totalité de nos vols, nos coefficients de remplissage sont faibles, de l'ordre de 40% en moyenne, sauf évidemment sur des vols de rapatriement. Et donc, la distanciation sociale est tout à fait possible. Quand elle n'est pas possible, et nous avons eu 2 ou 3 vols par exception où ce n'était pas possible, nous distribuons des masques. Donc, nos personnels navigants commerciaux distribuent des masques à tous les clients qui, à bord, ne sont pas déjà masqués. On a généralisé des procédures de désinfection des cabines en utilisant des pulvérisants avec des produits virucides. Et il faut savoir qu'à bord des avions, l'air est renouvelé toutes les 3 minutes avec des filtres, ce qu'on appelle des filtres à haute efficacité, les filtres HEPA, qui sont identiques à ceux utilisés dans les blocs opératoires et donc qui retiennent les plus petits virus, dont le Covid. Alors évidemment, Anne-Marie et Ben l'ont dit, face à l'ampleur de l'épidémie, le secteur aérien est impacté très fortement, très durablement. Notre programme de vol est tombé très vite après l'annonce du confinement, à moins de 5% de son niveau normal. Et bien sûr, la chute de trésorerie associée au coût fixe résiduel peut être mortelle si on ne prend pas des décisions rapides et profondes. Et donc, je crois que nous avons rapidement pris ces décisions. Les dépenses et les investissements ont été limités au strict minimum pour garantir évidemment la sécurité de nos opérations. Nous avons stoppé immédiatement les embauches et le recours à la main-d'œuvre extérieure et nous continuons aujourd'hui à exploiter un programme vraiment très minimal, environ 5 vols long courrier et 15 vols courts et moyens courriers par jour au départ de Paris-Charles de Gaulle pour desservir un total de 36 destinations. Nous avons prévu ce niveau minimum jusqu'au mois de mai prochain et évidemment, nous l'ajusterons en fonction des décisions gouvernementales qui seront prises et de la demande réelle du transport. Nous avons dialogué en continu avec les collectivités de la métropole. Vous savez que nous sommes titulaires de 5 délégations de services publics, plus 2 autres avec la Corse. Et dès le 5 mars, nous avons pris contact avec les collectivités locales délégantes pour ajuster notre programme sur ces lignes. Elles sont actuellement suspendues, mais en bonne intelligence avec les collectivités. Et donc, nous avons maintenu un programme sur le domestique qui se limite à un vol ou moins d'un vol par jour sur trois escales que sont Toulouse, Marseille et Nice. Alors, comme Ben nous l'a dit, l'environnement est un sujet absolument clé pour nous. Nous avons un plan ambitieux et suivi pour voler tout en contribuant à la transition énergétique du secteur. Nous avions commencé avant la crise du Covid à le faire savoir, mais nous devons le faire savoir encore plus. Donc Ben l'a dit, nous visions une réduction de 50% des émissions de CO2 à l'horizon 2030 par passager kilomètre par rapport à l'année de référence qui est 2005. C'est un objectif conforme avec
l'accord de Paris, conforme avec les objectifs de la stratégie nationale bas carbone en France. Nous avons programmé la sortie anticipée des avions les plus polluants, en particulier les quadrimoteurs, les 340, les 380, et nous faisons entrer dans notre flotte des avions comme les Airbus 350 et les Airbus 220 qui consomment respectivement moins 25% et moins 20% de fuel en moins. Donc, c'est autant d'émissions de CO2 en moins. On poursuit des optimisations internes, je ne vais pas toutes les citer, de l'écopilotage, la réduction de masse, de l'utilisation de biocarburants durables que nous souhaiterions être en mesure de pouvoir développer pour réduire les émissions de CO2 à leur source. Nous compensons les émissions de CO2 de manière réglementaire avec les programmes ETS et Corsia, mais également de manière proactive puisque nous compensons à 100% les émissions de CO2 de nos vols domestiques depuis le 1er janvier de cette année. Évidemment, nous souhaitons et nous commençons à contribuer à de la R&D pour concevoir, puisque c'est bien la base et le premier levier, des aéronefs décarbonés avec les constructeurs. Et bien sûr, nos opérations au sol, nous visons une décarbonation totale et notre parc d'engins est aujourd'hui en majorité déjà électrique. Alors évidemment, nous pensons que le groupe Air France a toute sa part dans l'économie française. Nous sommes fortement implantés dans les différentes régions. Nous contribuons à plus de 1,6% du PIB français et hors emploi direct du groupe Air France, nous induisons plus de 420 000 emplois en France. Alors, ce qui est moins connu, puisque beaucoup de nos personnels sont basés en France et à Paris, c'est que nous avons un effet redistributif au niveau de tout le territoire français et même dans les régions qui n'ont pas de desserte directe. Donc, nous avons mesuré que, par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté ou en région Centre-Val-de-Loire, nous représentons respectivement 500 et 650 millions d'euros de retombées annuelles. Il faut savoir qu'une part importante de nos personnels navigants également habitent en province, dans les régions, alors même qu'ils peuvent prendre leur vol à Paris et y contribuent ainsi. On a toutes nos dépenses relatives aux services en vol, traiteurs, matériels qui sont réalisés en France. Nous pensons que nos compagnies sont également des vitrines pour les contenus culturels, mais aussi pour les produits français, les vins, l'eau minérale, les marques agroalimentaires. Et nous avons souci que nos prestataires soient souvent choisis dans le secteur adapté et que la supply chain d'Air France, qui est composée de 3 900 fournisseurs, nous y prêtons une attention particulière, notamment évidemment également dans cette période en termes de délai de paiement et de responsabilité sociétale et sociale. Nous avons également une activité importante de maintenance qui représente 4 milliards de chiffre d'affaires, Air France Industrie, avec des investissements axés sur l'innovation, le digital, l'économie circulaire, qui s'inscrivent dans une initiative qui s'appelle Territoire d'industrie, notamment sur les plateformes d'Orly et de Roissy. Et donc, nous souhaitons, dans le domaine de l'écologie comme ceux de l'aménagement du territoire, développer une vision inclusive avec tous les partenaires industriels et les opérateurs d'autres modes de transport. Nous sommes convaincus qu'il ne faut plus opposer les différents modes de transport, avion, train, bus. Nous sommes convaincus de la nécessité de mener un travail collectif sur leur complémentarité, évidemment sans naïveté par rapport au sujet de concurrence sur certaines destinations. Donc, avant la crise du Covid, nous avions lancé un plan de restauration des marges d'Air France, avec notamment sur le réseau domestique, la mise en œuvre d'un plan de restructuration sur la période 2018-2021 pour réduire des pertes actuelles qui sont lourdes, puisque avant la crise du Covid, en 2019, nous avions 200 millions d'euros de pertes par an sur ce réseau domestique. Ce plan, il s'inscrit dans une suite d'ajustements continus de notre desserte domestique. Depuis 2006, nous avons eu moins 40% d'offres, moins 53% de nos effectifs dans les différentes escales en région. Et le dernier plan prévoit encore 18% d'ajustement de l'offre face, je dirais, à l'implantation d'autres modes de transport, à l'implantation également des low-cost en France. Et nous avons encore réduit nos effectifs de 450 personnes dans nos escales françaises.
Nous savons que la reprise, Ben l'a dit, sera lente, sera progressive, compte tenu des nouvelles exigences sanitaires et probablement de modifications de comportement des voyageurs. Et cela pose évidemment la question de l'accélération de la transformation d'Air France et de son modèle d'exploitation domestique en particulier. Et nous souhaiterions intégrer une complémentarité accrue entre l'ensemble des modes de transport. Quand la crise est survenue, nous étions déjà dans une logique de transformation pour établir notre compétitivité. Ce plan était en route depuis environ 1 an. Vous savez que les résultats de 2019 d'Air France restaient en deçà de ceux des principales compagnies aériennes, puisque même si nos coûts ont baissé en 2019 de 2%, notre marge est restée à un niveau de 1,7%, donc en deçà de celle de nos principaux concurrents européens, puisque Lufthansa a une marge de 9% et British Airways de 14%. Donc la crise nous impose d'accélérer notre transformation, mais aussi nos engagements environnementaux. Sur le plan financier, le dialogue avec l'État a été rapide, a été agile. Nous avons dialogué, le groupe a dialogué avec les gouvernements français et néerlandais, ainsi qu'avec la Commission européenne, pour adopter différentes mesures et préserver au maximum la trésorerie. Donc d'abord le dispositif d'activité partielle qui a été mis en place à Air France dès le 23 mars, au début pour une période de 6 mois en moyenne pour 50%, et une réflexion est en cours compte tenu du profil probablement plus lent de la reprise pour pouvoir appliquer ce dispositif sur une durée plus longue. Nous avons également, après accord de la Commission européenne, obtenu le report de paiement sur des taxes et des redevances aériennes, les taxes d'aviation civile, de solidarité, les redevances terminales, jusqu'à la fin de l'année 2020, avec des remboursements étalés sur les années 2021 et 2022. Nous avons également eu une autorisation de reporter les paiements de cotisations sociales pour 1 mois renouvelable, et des discussions sont en cours pour reporter les cotisations sociales de l'exercice 2020 sur une base pluriannuelle. En matière d'adaptation des règles européennes, l'agilité doit aussi prévaloir, et le 26 mai dernier, le Parlement européen a accepté de lever l'application d'une disposition contraignante sur les slots, sur les créneaux de vol, jusqu'au 24 octobre 2020, ce qui permet aux compagnies aériennes de conserver leurs créneaux horaires, alors même que nos avions ne volent plus. Concernant un point clé qui est le remboursement des billets, le principe du droit européen est bien entendu que les clients d'un vol annulé soient remboursés. Dans les circonstances normales, la durée pour rembourser est de 7 jours, et nous dialoguons au niveau européen pour aménager sa règle, mais pas son principe. Donc notre proposition, comme celle de toutes les compagnies aériennes, est de pouvoir donner un avoir remboursable au bout de 12 mois s'il n'est pas utilisé durant cette période. Donc ce combat est loin d'être gagné. Il nous semble un combat juste, et une proposition de texte d'aménagement des dispositions du règlement a été faite en ce sens par les autorités françaises et également néerlandaises, et c'est une proposition qui est soutenue par un certain nombre d'États membres. Cette demande est majeure pour les transports aériens compte tenu de l'impact de trésorerie qu'elle est susceptible d'avoir. Nous estimons à 1 milliard d'euros pour le groupe Air France-KLM en Europe cette disposition jusqu'au 30 septembre 2020. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais tout de suite donner la parole à Nicole Bonnefoy, qui, comme je le rappelais, est référent sur la question de l'aviation. Madame Bonnefoy. Est-ce que Madame Bonnefoy m'entend? Voilà, est-ce que vous m'entendez maintenant? Parfaitement. Bonjour, Allez-y. bonjour, Monsieur le Président, bonjour mes chers collègues qui nous regardent en silence. Bonjour Monsieur Smith, directeur général du groupe Air France KLM. Bonjour Madame la directrice générale, Madame la présidente et Madame la secrétaire générale. J'aimerais à mon tour vous remercier pour votre présence et vous féliciter pour la qualité du travail déjà accompli depuis le début de la crise sanitaire. J'ai pu m'en rendre compte déjà au travers des auditions que j'ai menées en tant que rapporteur spécial du budget sur l'aérien. Je peux vous dire que c'est dans ces circonstances dramatiques où l'on mesure la nécessité pour une puissance du rang de notre pays de pouvoir compter sur une compagnie comme celle d'Air France. J'aimerais évoquer avec vous les chantiers des semaines à venir ainsi que les enjeux du monde d'après.
Mes premières questions porteront sur les perspectives de reprise du trafic aérien dans les semaines et les mois à venir, même si vous les avez déjà abordées. Les personnes que j'ai auditionnées et consultées jusqu'à aujourd'hui s'accordent sur un point. Le retour à la normale n'est pas envisageable tant qu'un traitement ou un vaccin ne sera pas trouvé. D'ici là, le trafic aérien devra probablement se soumettre aux contraintes imposées par le virus. En vol comme au sol, aux frontières en particulier, des règles sanitaires devront être prises pour empêcher une nouvelle propagation incontrôlée du virus. Elles seront probablement inscrites d'ailleurs dans le plan de déconfinement qui sera présenté par le gouvernement. Donc, selon vous, quelles mesures devront être prises pour permettre une reprise sécurisée du trafic? Quel modèle de financement pourrait être retenu pour ces nouveaux dispositifs de sécurité sanitaire? Et faut-il s'orienter vers un financement par le passager via la taxe d'aéroport? En tout état de cause, ces nouvelles contraintes pourraient entraîner un bouleversement durable du transport aérien et accélérer la tendance de la concentration du secteur qui était à l'œuvre avant même le début de la crise. Ma question, selon vous, faut-il s'attendre à une augmentation importante du prix du transport aérien et à une réduction de la pression concurrentielle? Peut-on raisonnablement penser que le modèle low cost résistera à la crise? C'est à l'aune de ce constat et de ces interrogations qu'il faut paramétrer, je le crois, l'aide que l'État apportera au secteur aérien et en particulier au groupe Air France KLM. À l'État, de mon point de vue, de redevenir stratège pour donner les moyens à un champion national de résister au mouvement de consolidation auquel n'échappera probablement pas le secteur. Selon les informations transmises par le secrétaire d'État au transport, l'aide publique pourrait s'organiser en deux temps. À court terme, des prêts garantis par les États français et néerlandais, et à moyen terme, la perspective d'une recapitalisation ou d'une montée en capital de l'État dans Air France KLM. Concernant les prêts garantis, êtes-vous en mesure de nous en dire plus sur les négociations engagées avec les États français et néerlandais, tant sur l'avancée de ces négociations que sur les modalités de l'aide envisagée? Concernant la recapitalisation ou la montée en capital, pouvez-vous nous donner des indications concernant le besoin du groupe et le calendrier envisagé? En plus de ces aides directes, une révision du règlement européen, vous l'avez également abordé, relatif au dédommagement des vols annulés pourrait également s'avérer nécessaire pour autoriser la remise d'avoirs aux passagers concernés en remplacement de remboursement monétaire. Afin de rassurer les consommateurs sur la solvabilité des avoirs remis par les compagnies, ne faudrait-il pas aussi, selon vous, mettre en place un fonds de garantie au niveau national ou européen? En tout état de cause, on est tous d'accord que le statu quo n'est ni souhaitable ni durable. Donc, un équilibre doit être trouvé entre le droit des consommateurs et la protection des compagnies nationales, mises en péril par la crise sanitaire. C'est le sens du courrier que, avec le président Moret, notre commission a adressé au secrétaire d'État au transport. Et enfin, ce sera ma dernière question. Air France doit dès à présent se projeter dans le monde d'après. Vous avez déjà tracé des pistes qui, dans l'aérien en particulier, ne ressemblera à rien de ce que nous avons connu jusqu'ici. Le groupe devra adapter en conséquence sa stratégie. Donc, comment envisagez-vous en particulier le rôle futur d'Air France concernant la desserte intérieure? Madame Rigaille vient de l'évoquer, le court courrier, alors même que le groupe y connaissait, avant même le début de la crise, d'importantes pertes de parts de marché. Vous avez parlé de complémentarité accrue entre tous les modes de transport. Est-ce que vous pourriez développer davantage pour voir comment vous souhaitez mettre en œuvre cette stratégie? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, merci beaucoup. Donc, beaucoup de questions dans l'intervention de Mme Bonnefoy. Je vous demanderai quand même d'y répondre de manière assez synthétique parce que j'ai une quinzaine de demandes de prise de parole derrière et que je sais que mes collègues sont impatients de vous interroger à leur tour. Je me permettrai juste de compléter Mme Bonnefoy sur un petit point. En matière d'intervention de l'État, moi j'aimerais savoir quels sont vos souhaits, aussi bien par rapport au montant sollicité que par rapport au montage juridique.
Est-ce que c'est une augmentation de capital? Est-ce que c'est une nationalisation? Est-ce que voilà, c'est des éléments sur lesquels on a aujourd'hui assez peu d'informations. Alors, qu'est-ce qui répond? M. Smith, Mme Rigaille? Qui souhaite répondre? Peut-être Anne, tu peux commencer. Nous trois peuvent s'exprimer. Anne, tu veux commencer? Oui, bon, sur les mesures, sans vous détailler, mais nous travaillons évidemment avec Aéroport de Paris sur, je dirais, le fait que le parcours dans l'aéroport donne confiance déjà, hein, sans attendre le déconfinement aux passagers. Donc, des marques au sol pour signaler la distanciation, des plexiglas dans tous les comptoirs. Les salons actuellement sont fermés compte tenu de notre faible trafic et nous ne les rouvrirons pas rapidement. En vol, évidemment, tous les membres d'équipage d'Air France ont à disposition depuis maintenant quasiment le début de la crise des masques, des gels, des gants, des lingettes, des sprays. Nous réfléchissons également à effectivement pouvoir donner des lingettes aux clients. Nos avions sont nettoyés de manière approfondie avant chaque vol. Comme je vous le disais, nous passons des pulvérisants virucides régulièrement avec un effet rémanent pendant d'ailleurs 10 jours, je crois. Donc régulièrement pour garantir effectivement une parfaite hygiène à bord. Nous avons adapté le service en vol de manière à limiter les interactions. Tout en préservant évidemment un service qui soit correct pour l'expérience client. Je l'ai dit, l'air en cabine est renouvelé toutes les 3 minutes et filtré avec ces filtres qui retiennent les plus petits virus. Ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, nos coefficients de remplissage nous permettent, je dirais, d'installer nos clients de manière distante. Nous souhaitons, et c'est ce que nous avons proposé aux équipes du gouvernement qui s'occupent des mesures de déconfinement, nous souhaitons que le masque soit rendu obligatoire pour le transport en avion, comme d'autres pays l'ont d'ailleurs déjà dit, ce qui effectivement permet de garantir, avec l'ensemble des autres mesures, je dirais, une parfaite hygiène. Concernant peut-être les prix du transport aérien, très clairement, nous avons fait en sorte, dans toute cette période de crise, que les clients qui devaient être rapatriés en urgence, que le fret aérien également, sur lesquels il y a peu de capacité, donc une forte pression, que nous n'ayons pas de tarifs qui soient prohibitifs. Nous y veillons quotidiennement. Nous avons même effectivement fait voler, je dirais, à perte. Nous voyons aujourd'hui quelques prises de parole de compagnies qui veulent relancer du trafic avec des tarifs extrêmement bas. On entend parler de billets à 1 euro dans le low cost. Nous croyons que ce ne sont pas les leçons à tirer de cette crise, qu'on puisse effectivement, et puis ce n'est pas totalement cohérent avec la logique de transition énergétique du secteur que nous souhaitons nous développer. Et donc, les prix du transport aérien, évidemment, nous faisons tout pour, je dirais, les maintenir de manière acceptable pour notre clientèle. Ça a été notre souci pendant toute cette crise. Nous ne souhaiterions pas que l'après-crise signifie une guerre tarifaire et des pratiques d'offres en dessous des réalités du marché et des prix réels et des coûts réels. Voilà pour moi. Très bien. Monsieur Smith? Oui, merci, Monsieur le Président. Premièrement, j'aimerais dire merci à tous mes collaborateurs pour tout l'effort durant cette crise. En travaillant avec eux, c'est vraiment incroyable. Et aussi, moi et toutes les équipes, nous sommes vraiment reconnaissants au gouvernement français pour tout l'effort qui a été déjà fait pour assurer que Air France peut survivre cette crise. C'est une crise, comme je disais, très, très compliquée pour nous et c'est très, très important pour Air France de sortir de cette crise dans une position puissante parce que nous, c'est clair, je pense, pour tout le monde que Air France est une partie de l'infrastructure française et quand
Puis, quand de cette crise dans une position forte, ça va vraiment donner une grande bénéfice pour cette économie. Donc, nous sommes reconnaissants de l'effort qui est en place avec le gouvernement et j'espère qu'on peut trouver une solution le plus rapide possible pour qu'on peut travailler le plus rapidement possible pour sortir de cette crise. Marie, tu veux dire quelque chose? Oui, bien entendu, sur les questions que vous avez posées sur le soutien des États. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes en discussion très suivie et intense, aussi bien avec l'État français que l'État néerlandais. Nous ne pouvons pas, comme vous pouvez l'imaginer, communiquer sur des chiffres précis compte tenu de ces discussions. Nos meilleures estimations actuelles concernant la trésorerie et intégrant les mesures qui ont été évoquées par Anne et Ben mettent en évidence qu'en l'absence de financement d'une manière rapide, nous avons un besoin de liquidité attendu au troisième trimestre 2020. C'est vous dire que la situation est très sérieuse et c'est la raison pour laquelle les deux États sont aussi impliqués les uns que les autres. Les modalités qui ont été prévues par les gouvernements aujourd'hui nous offrent effectivement des possibilités de deux natures qui seront certainement mises en œuvre, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui, même si je pense que du côté français, nous allons avancer assez rapidement dans les jours qui viennent et que du côté néerlandais, la pression étant moindre, ça devrait également se suivre dans les jours et semaines qui suivent. Mais ce que je tenais à dire, c'est que les deux dispositifs qui sont assez complémentaires entre des prêts bancaires garantis par les États et par ailleurs des prêts directs possibles, si nécessaire, directement par les États auprès du groupe ou des compagnies, sont évidemment des dispositifs complémentaires qui sont totalement adaptés à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Après, ce qu'on peut vous dire, on n'a pas vraiment de vœux à avoir sur la manière dont se passeront par la suite le dénouement de ces prêts, puisqu'il s'agit bien de prêts. Donc, ça veut dire que ça devra être remboursé par hypothèse ou que nous devrons trouver les modalités adaptées pour répondre finalement aux créanciers, que ce soit les créanciers privés, bancaires, ou que ce soit les créanciers étatiques. Simplement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les travaux que nous faisons et que Ben et Anne rappelaient, et c'est la même chose du côté de KLM, c'est évidemment l'engagement responsable de l'ensemble du management par rapport à ces prêts. Et cet engagement, c'est évidemment de continuer ce qui a été fait en réaction immédiate à la crise, c'est-à-dire des économies assez drastiques, mais également de faire en sorte que ces économies soient profitables pour une transformation de nos compagnies aériennes et de l'ensemble du groupe. Donc, c'est ce que je peux vous indiquer à ce jour. Nous sommes tenus, comme vous pouvez le supposer, à une grande confidentialité, bien entendu. Je pense qu'une fois de plus, du côté français, ça devrait pouvoir avancer assez vite maintenant, après toutes ces discussions et ces réflexions qui ont été menées. Et par la suite du côté néerlandais, puisque je ne pense pas qu'on puisse arriver à faire coïncider les deux calendriers, même si ça aurait été évidemment peut-être souhaitable pour une meilleure visibilité globale des besoins de trésorerie du groupe. Voilà ce que je peux vous répondre. J'espère avoir répondu à vos questions, même si je ne peux pas le faire d'une manière tout à fait complète à ce jour. Donc, ce que vous nous dites, c'est que les aides seraient essentiellement sous forme de prêts, d'avance. À ce jour, c'est tout à fait ce qui est envisagé, c'est-à-dire des prêts bancaires garantis par l'État et prêts directs de l'État si besoin. Aujourd'hui, c'est ce qui est envisagé.
Merci. Je vais donner sans plus attendre la parole à Madame de Cidrac et on va prendre peut-être 3-4 questions et vous répondrez par groupe de 3-4 questions puisqu'on a beaucoup de demandes de parole. Madame de Cidrac et après Monsieur Houlligat. Madame de Cidrac, vous nous entendez? Est-ce que Martha de Cidrac m'entend? Oui. Monsieur Houlligat, peut-être. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Très bien. Allez-y. Allez-y, Madame de Cidrac. Merci beaucoup. Oui, bonjour mesdames, bonjour monsieur. Merci en tout cas de vous prêter à cet exercice qui est fort utile et très important. Personnellement, je souhaitais vous interroger sur le jour d'après et donc sur le scénario de reprise d'Air France. Ce scénario table a priori sur 30% de vols assurés d'ici le mois de juillet, comptant sur une reprise bien évidemment des vols intérieurs, la réouverture des frontières à l'intérieur de l'Union, mais aussi dans certains pays hors Union européenne. Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, cet objectif peut paraître évidemment ambitieux, alors que de l'aveu même du Premier ministre, il ne semble pas raisonnable de partir loin à l'occasion des vacances d'été, par exemple. Cela a été très clairement dit. Par ailleurs, la restructuration du réseau intérieur est présentée comme le principal défi de votre plan de changement de modèle et de reconstruction, qui initialement avait été annoncé en 5 ans, mais que vous souhaiteriez donc réaliser en 2 ans. Même si on comprend cette volonté d'accélération, ma première question porte sur cette modification du calendrier et donc dans quelles conditions, avec quelle adaptation d'ordre évidemment économique, social et bien sûr environnemental comptez-vous y parvenir? Vous avez déjà évoqué certains points dans vos propos liminaires. À l'instant, vous avez aussi évoqué l'aspect, on va dire, d'aide éventuelle que vous escomptez, mais il me semble que raccourcir de 3 ans un plan qualifié d'ambitieux nécessite quelques précisions. Donc, pourriez-vous nous communiquer ces éléments, si vous pouvez le faire à l'occasion de cette audition, mais pourquoi pas aussi ces jours prochains, puisque je suppose qu'il y a un travail consistant derrière cette modification qui est loin d'être à la marge. Et ma deuxième question assez rapide concerne la reprise tout simplement des vols. Quelle destination allez-vous privilégier et en quoi consisteraient les mesures de déconfinement avec ce que cela suppose en termes de gestes barrières? On a auditionné il y a quelque temps M. Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF au sein de la commission, qui nous a très clairement dit, bien évidemment, le port du masque obligatoire, vous l'avez également évoqué, mais a également fait le choix de ne mettre à la vente qu'un siège sur 2. Donc, est-ce que vous aussi, à Air France, vous vous orienteriez éventuellement vers ce type de dispositif? Merci beaucoup. Merci. Je vais donner la parole à Monsieur Houlligat. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous pour votre implication et votre réactivité face à la crise actuelle. Ma question va porter sur le low cost, notamment, sur lequel vous n'avez pas répondu. Le retour à la normale, si tant est soit peu qu'il y ait un jour une norme, va sans doute demander énormément de temps. Il va y avoir peut-être un changement de paradigme, notamment en matière de déplacement touristique. Est-ce que vous pensez qu'à terme, le modèle du low cost est un modèle qu'il faudra continuer à promouvoir? Et est-ce que vous avez vous-même des informations aussi sur la reconsolidation du secteur? Question que vous a posée Nicole Bonnefoy et pour laquelle vous n'avez pas encore apporté de réponse. Merci. Merci. Je vais donner la parole à Monsieur Fouché. Est-ce que Monsieur Fouché m'entend? On va appuyer sur le micro. Monsieur Fouché, mettez votre micro en marche. Alors, Monsieur Jacquin. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Mesdames, Messieurs de nous accorder cette audition passionnante. Je voulais saluer les progrès en français de Monsieur Smith. Depuis que nous l'avons auditionné, on voit qu'il s'est parfaitement intégré, ça fait plaisir. 2 questions. Vous 4 pilotez une des compagnies aériennes les plus puissantes au monde et parmi les premières en Europe. La crise est sidérante, terrifiante, elle cloue les avions au sol, mais est-ce qu'elle n'est pas aussi une perspective d'opportunité, puisqu'il y a bien des entreprises aériennes qui sont nettement plus fragiles que Air France KLM. Ma question peut étonner, mais je pense qu'elle ne vous a pas échappé, que vous avez déjà des réponses là-dessus.
Ma deuxième question est rassurante puisque je suis en ce moment au Sénat, poser dans le cadre du budget un amendement proposant de conditionner les aides, prêts ou participations des entreprises liées à l'APE à des considérations écologiques, mais ex ante. Et je pense que l'amendement qui a été passé à l'Assemblée était cosmétique et faisait semblant. Alors par rapport à vos déclarations tout à fait rassurantes sur l'écologie, l'environnement, la prise en compte des limitations de carbone, je pense que l'amendement que je vais proposer ne vous dérangera pas puisqu'il dépasse l'aspect simplement déclaratif, il est pragmatique, il est basé sur les propositions de l'ONG Oxfam. Il propose que dans 12 mois, vous nous produisiez une stratégie interne de réduction de votre empreinte écologique avec le plan d'investissement et transformation qui va avec, moyennant quoi, si ça n'était pas effectif et suivi des faits, vous seriez amené à subir des contraintes et des remboursements. Je pense qu'on ne peut pas disjoindre la crise sanitaire de la crise climatique. Je rappelle que toutes les études en matière de pollution de l'air laissent entendre qu'il y a au minimum 60 000 morts en France par an liées à la pollution de l'air. Merci beaucoup. Merci. Je pense que M. Fouché a branché son micro. M. Fouché, vous êtes là? Oui, Monsieur le Président. Eh bien, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, merci, Messieurs. Simplement, 3 petites questions. Quand l'avion est plein, il y a quelques avions qui peuvent être pleins. Je ne sais pas si vous l'avez dit, je n'ai peut-être pas compris. Quel genre de masque donnerez-vous aux passagers? Quel type de masque? Deuxièmement, vous n'avez pas évoqué l'activité cargo du groupe. Je voudrais savoir, notamment sur l'activité cargo, quel est l'impact de la crise. Et troisièmement, a été évoquée la filière carburant, mais j'aimerais qu'il soit développé, on parle un peu plus de la mise en œuvre avec un potentiel calendrier. Voilà mes questions, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Fouché. Je vais vous laisser répondre à cette série de questions. C'est vrai, je crois que sur les gestes barrières, notamment, c'est important d'être peut-être un petit peu plus précis parce que si on souhaite que les passagers retrouvent rapidement l'envie de reprendre l'avion, dès lors que ce sera possible, il faut qu'ils soient tout à fait rassurés. Donc, il y a les masques, il y a les solutions hydroalcooliques, mais le fait de dire il y a la distanciation quand l'avion n'est pas plein, à contrario, ce n'est pas forcément rassurant, surtout en classe économique, de se dire est-ce que je vais être collé à quelqu'un ou pas. Et je crois que là-dessus, vous aurez, si je peux me permettre, à construire un discours qui soit plus rassurant. Qui est-ce qui commence? Madame Rigaille? Monsieur Smith, allez-y, si vous voulez. Oui, moi je vais répondre à quelques questions de chaque, et peut-être ensuite Anne et Anne-Marie, et je pense Anne-Sophie, quelques remarques aussi. Donc, où est-ce qu'on va commencer? Aujourd'hui, comme vous avez entendu de Anne Rigaille, c'est que nous avons une activité entre 2 et 3%. On prévoit fin de juin, début juillet, d'avoir un niveau d'activité un peu plus haut dans le domestique et dans l'Europe, parce que les frontières européennes, on prévoit, seront fermées pour plus long, plus long que ça. Donc, pour la question, quelle destination, quels réseaux seront privilégiés, le marché le plus important pour nous, c'est les États-Unis. Donc ça, si les frontières seront ouvertes, ça, cette destination sera privilégiée. Et ensuite, on a beaucoup d'autres destinations qui sont importantes pour nous. Brésil, Japon, l'Afrique. Mais les États-Unis, c'est le plus important pour nous. Le domestique, on a vraiment beaucoup de travail à faire dans le domestique. On a perdu tellement d'argent l'année passée, c'est pas nouveau pour Air France. On a concurrence avec le train, on a la concurrence avec les low cost. Donc, notre plan stratégique qui a été mis en place l'année passée en novembre, on va l'accélérer. Rien n'a changé, on sait exactement qu'est-ce qu'on doit faire. On doit réduire notre activité sur les réseaux où on a des déficits
absolument énorme. On doit faire une transformation avec notre régional hub. C'est très important qu'on garde en place l'alimentation vers Roissy-Charles de Gaulle. Donc, ça ne va pas changer. Les desserts entre Orly et les villes qui sont un peu plus petits, est-ce que ça peut être un vol qui reste avec Hop ou est-ce qu'on va utiliser un autre outil d'Air France? Ça, c'est en étude aujourd'hui. Et les transversales, ça, c'est les réseaux qui ne touchent pas Paris, par exemple Toulouse vers Lille. Tous ces réseaux-là sont en étude pour assurer que les réseaux dans notre opération dans le domestique devient rentable le plus tôt possible. Bien sûr, il y aura un impact social et ça, on prend soin. C'est très important pour nous que tous nos salariés dans le domestique soient mis dans une position où ils ne sont pas affectés dans une façon négative, mais surtout, on va avoir des changements très importants. Mais partie de cette stratégie, c'est pour assurer que nos salariés sont le moins impactés. Quoi d'autre? En termes de consolidation, bien sûr, il y aura des consolidations autour du monde, ici en Europe et peut-être même ici en France. Pour nous, les sociétés qui seront en faillite, et aussi il y aura des sociétés en faillite, ça nous donne une opportunité pour augmenter notre activité beaucoup plus rapidement que s'il n'y aura pas ces événements comme ça. La consolidation pour nous, premièrement, c'est très important pour nous de recréer une base très, très forte pour Air France, pour assurer que nous sommes dans une position pour vraiment être plus forts en termes de compétitivité avec nos concurrents. Et s'il y a des opportunités pour faire des consolidations avec d'autres acteurs partout autour du monde, ça peut-être sera intéressant pour nous. Le premier but, c'est d'assurer que Air France rétablir notre position et notre base en termes de fondation pour être le plus puissant possible. Merci, Madame. Je vais juste dire un autre mot sur le low cost. Air France, beaucoup plus que 50% de notre activité, c'est long courrier. Pareil avec deux autres groupes ici en Europe. Mais les deux groupes low cost qui sont les plus larges, eux, ils n'ont pas d'activité long courrier. Donc, pour eux, ils vont être dans une situation beaucoup plus forte que nous quand cette crise commence à être moins forte parce qu'eux, ils peuvent recommencer leur activité en termes de pourcentage beaucoup plus rapide que nous. Donc, on prévoit une activité très forte de leur part ici en France. Ça, c'est pourquoi notre transformation et d'être en bonne position d'utiliser tous nos outils, c'est très important pour nous. Est-ce que Mme Rigail veut compléter? Alors, peut-être sur la question sur laquelle vous souhaitiez que je revienne, sur les scénarios de reprise et surtout les gestes barrières. Bon, je pense que sur les aspects nettoyage, mise à disposition de gel, de lingettes, etc., tout est en cours de mise en œuvre et déjà assez largement mis en œuvre. Le sujet majeur, c'est effectivement les sujets de masques et de distanciation. Nous sommes convaincus, comme toutes les compagnies, en tout cas toutes celles que j'ai entendues, qu'il faut des masques à bord. Et donc, nous avons doté nos personnels depuis plus d'un mois, mais également nous leur donnons un stock pour pouvoir doter nos clients quand ils n'arrivent pas masqués. Donc nous pensons, et évidemment on travaille en concertation avec les acteurs du transport et du gouvernement sur ce que seront les bonnes mesures pour la sécurité de tous. Mais nous pensons que effectivement l'obligation du masque est une mesure assez fondamentale. Concernant la distanciation sociale à bord, bon, la difficulté qu'on a dans cette période de transition, c'est de pouvoir estimer nos coefficients de remplissage, estimer les remplissages. On a beaucoup de clients qui n'ont pas, je dirais,
revues qui ne viennent pas sans forcément nous prévenir. Donc, il est difficile d'avoir des estimations précises et du coup, effectivement, on a pu avoir 1 ou 2 problèmes sur un vol. Mais en moyenne, on est quand même sur des remplissages de 30 à 40%. Donc, l'immense majorité de nos vols, la distanciation est totalement respectée et on monitore vraiment vol par vol pour vérifier cela. Après, il y a quand même une réalité qu'il faudra prendre en compte par rapport à la faisabilité des gestes barrières et d'une reprise, c'est que notre coefficient de remplissage moyen sur 2019, par exemple, est à plus de 85%. Et avec ça, on a une marge, comme je vous l'ai dit, de 1,7%. Donc, si on réduit, je dirais, notre coefficient de remplissage pour pouvoir respecter de manière systématique une distanciation à bord à moyen-long terme, cela signifie qu'il faudrait limiter à 2/3 au maximum les cabines d'avion et que notre marge tomberait à moins 25%. Donc, on a un sujet de soutenabilité de cette mesure dans la durée et dans un environnement, l'environnement avion, où la somme du masque, des filtres HEPA, des désinfections, des gels, des lingettes nous paraissent être effectivement des gestes barrières qui sont déjà très significatifs. Donc évidemment, on fera les choses en concertation avec les différents experts qui pour l'instant n'ont pas abouti à un total consensus. Tu as entendu la réponse qu'ils m'ont faite à Air France? Ah, Monsieur Jacquin, éteignez votre micro. Allez-y, Madame Rigail. Voilà, donc évidemment, on prendra les mesures barrières qui seront nécessaires à partir du déconfinement. De toute façon, on ne va pas être sur une reprise forte. Nous ne prévoyons pas Déjà, nous ne prévoyons pas grand-chose. Évidemment, il faut faire des scénarios de reprise, mais il faut voir qu'on a fait baisser notre programme de vol en l'ajustant jour par jour en fonction des décisions des pays destinataires. Puisqu'on a aussi les autorités en dehors du domestique, les autorités des pays de l'Union européenne et des pays étrangers qui conditionnent nos capacités de reprise. Donc nous pensons que la reprise, ça va être aussi beaucoup en fonction, je dirais, de des prises de décision des pays européens et des pays internationaux. Donc, nous ne voyons pas une reprise rapide, nous l'avons dit. Nous gérons les flux en aéroport et dans les avions de manière à respecter effectivement l'ensemble des gestes barrières. La problématique, c'est que on ne peut pas projeter aujourd'hui, sur le modèle actuel du transport aérien, une distanciation sociale à long terme avec une reprise significative. Donc, il faudra trouver, je dirais, les bons ajustements. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Monsieur Gold. On n'a pas répondu. Monsieur le Président. Oui, je vous en prie. Monsieur le Président, je pense qu'il y a quelques questions qui ont été posées sur l'environnement. Et donc, ça me paraît très important dans la mesure où je vais passer la parole peut-être à Anne-Sophie Lelay qui suit ces problèmes environnementaux de très près et notamment qui suit la commission de développement durable que nous avons mise en place au sein du groupe, du conseil d'administration du groupe Air France KLM. Mais ce que je voulais vraiment signaler, c'est que l'engagement du groupe pour lutter contre le changement climatique et pour la transition écologique est un engagement de très long terme du groupe Air France KLM et qui est en général reconnu tous les ans, puisque tous les ans, on est numéro 1 de l'industrie aérienne à l'indice du Dow Jones Sustainability. Donc, c'est pour nous un engagement très profond. On sait que pour l'industrie aérienne, c'est difficile, d'abord parce que nous sommes en bout de chaîne et que c'est un travail qui doit se faire au niveau de l'ensemble de la filière. Et ce que nous voulons véritablement éviter, ce sont des taxations qui puissent être nationales ou européennes, de manière à ne pas fausser la concurrence internationale. Alors, autant nous sommes impliqués pour trouver les voies de cet engagement très fort pour le changement climatique, la transition écologique, mais il faut trouver les voies incitatives
et qui nous permettent à la fois de poursuivre les investissements qui sont faits d'ailleurs actuellement dans des avions moins pollueurs, moins consommateurs, pour poursuivre les travaux que nous souhaitons faire au niveau de la filière sur des carburants alternatifs, enfin toutes ces initiatives, et sans compter évidemment tout ce qui est fait par ailleurs et qu'Anne avait rappelé tout à l'heure. Mais je tenais vraiment à vous dire, et c'est pour ça que pour Madame Bonnefoy, Monsieur Jacquin et d'autres qui posent beaucoup de questions sur ces sujets-là, quelles que soient les difficultés que rencontre le transport aérien par rapport à cela, notre groupe est véritablement très engagé et très impliqué. Et c'est vrai pour Air France, pour Transavia et pour KLM. Toutes nos compagnies aériennes sont véritablement impliquées dans cette démarche. Donc c'est pour ça que le fait qu'on nous dise vous allez bénéficier de prêts et soyez responsables par rapport à cette démarche écologique, nous la partageons très sincèrement et très profondément. Alors je ne sais pas, Anne-Sophie, tu peux peut-être être plus précise sur les travaux que nous menons actuellement. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup Anne-Marie. Effectivement, l'aérien est engagé depuis très longtemps sur ces objectifs environnementaux, ce qui nous occupe tout particulièrement depuis maintenant quelques mois avec l'ensemble de la filière, compte tenu du fait que malgré les travaux importants menés en R&D par les constructeurs, il est vrai que les ruptures technologiques ne sont pas pour demain. Et dans l'intervalle, il est important que l'ensemble de la filière, et en particulier évidemment pour les compagnies aériennes, s'organise pour pouvoir atteindre des objectifs de réduction de CO2 que nous avons pris effectivement au niveau du groupe comme au niveau de l'aérien dans le cadre des accords de Paris et dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone. Comment faire? Nous avons déjà eu l'occasion d'en discuter, d'échanger avec vous au Sénat, c'est avec certains d'entre vous et également à l'Assemblée nationale autour des carburants alternatifs durables et l'ambition française d'avoir ces biocarburants dans le cadre de la feuille de route nationale. Ce qui est important, c'est qu'on le fasse en concertation avec les pouvoirs publics, que cette utilisation soit graduelle, soit globale et qu'elle puisse s'appuyer sur des investissements verts et des mécanismes de compensation nécessaires à la constitution de cette filière. Évidemment, dans le respect des équilibres économiques de l'ensemble des acteurs. C'est un enjeu important pour nous et Air France-KLM souhaite vraiment porter ces sujets et les travailler avec l'ensemble de la filière très rapidement dans le cadre de nos engagements de baisse des CO2, en plus évidemment des engagements de compensation que nous menons. Merci beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire pour convaincre de l'engagement réel du secteur aérien en faveur de l'environnement, puisqu'aujourd'hui il y a une espèce de sentiment assez général que aérien et respect de l'environnement sont définitivement incompatibles. Donc je crois que vous avez vraiment un travail de conviction à faire et qu'il ne peut être fait évidemment que si ça correspond à des mesures fortes et volontaristes. Cette fois, je vais vraiment donner la parole à Monsieur Gold. Pardon, je pense qu'il y avait une question autour du cargo. Vas-y, monsieur, je vous en prie. Qui n'était pas répondu. Je pense qu'il y avait une question autour du cargo qui n'était pas répondue. Le marché cargo, ça revient assez rapidement. Bien sûr, beaucoup de capacité du cargo n'est pas en place parce que la plupart des vols internationaux n'opèrent pas. Donc, nos deux full freighters sont en pleine opération et où ça fait du sens, on a des appareils passagers qui se volent uniquement pour le cargo. Donc oui, ça augmente beaucoup plus que les vols passagers parce qu'il n'y a pas les mêmes restrictions en termes de frontières qui sont fermées. Monsieur le Président, excusez-moi, mais il n'a pas été répondu sur le type de masque que je demandais quand l'avion est surchargé. Ça me paraît important que ce ne soit pas des masques. Qui répond sur les masques? Que ce ne soit pas des masques qu'on prend tous les jours pour faire des courses pendant 2 heures. On va vous répondre, Monsieur Fouché. Merci, Monsieur le Président. Sur les masques.
Alors, écoutez, je pense que c'est pas à nous de dicter une doctrine sur les masques. On regarde ce qui se fait dans d'autres compagnies, quelles sont les préconisations. C'est vrai que, par exemple, au Canada, les compagnies, je crois que ça a été officialisé avec le gouvernement canadien, j'espère ne pas me tromper, préconisent des masques grand public. Et effectivement, le port du masque est la mesure, je dirais, la mesure phare. Je dirais que là, c'est effectivement aux experts de se prononcer sur les masques qui devront être utilisés par les passagers. Ce que nous savons, nous, c'est que nous avons des stocks de masques pour pouvoir compléter de manière à ce qu'on n'ait plus des cas, comme ça a pu être vu de manière très exceptionnelle, encore une fois, hein, j'ai 2 vols en tête, de clients côte à côte qui ne soient pas masqués. Donc, on a transmis les stocks à nos personnels pour pouvoir se protéger eux-mêmes et protéger également les clients. Merci. Alors, Monsieur Gold, je pense que c'est vraiment à vous cette fois. Oui, j'espère, ça me fait du bien de vous parler. Alors, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les responsables d'Air France. Moi, je vais revenir sur le changement dans les mentalités et les pratiques au sortir de la crise sanitaire, avec une place plus importante des enjeux environnementaux qui apparaît en effet nécessaire. Alors, il est difficile d'imaginer le monde de demain et l'impact de la crise sur notre mode de vie. Ces questions se posent naturellement. On a vu que vous les posez également, puisque la sortie de crise sera pour l'entreprise déterminante et que des restructurations semblent inévitables. Pourtant, certains territoires enclavés, je parle des lignes intérieures, craignent de voir disparaître donc les lignes qui les relient à la capitale. Je prends un exemple que je connais bien, celui de la ligne HOP, une de vos filiales à Clermont-Ferrand. La liaison ferroviaire rencontre des difficultés, c'est pourquoi un certain nombre de passagers se tournent vers l'aérien, qui s'avère généralement plus fiable, et c'est une solution de complémentarité. Alors, on a évoqué les aides liées à une meilleure pratique en matière environnementale. Moi, je voudrais vous parler d'aides conditionnées à l'avenir des lignes d'aménagement du territoire dans le futur plan de transport post-crise. Madame Couder a parlé de transformer cette crise en opportunité. Alors moi, j'aimerais savoir si les lignes d'aménagement du territoire seront confortées ou alors, comme souvent, seront-elles les grandes oubliées. Et puis, je relais une question de mon collègue Jean-Pierre Corbizet qui s'interroge sur un éventuel transfert du siège du groupe aux Pays-Bas et qui ferait économiser 700 millions d'euros par an. La situation économique difficile va-t-elle relancer ce projet? Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Monsieur Chevrollier. Oui, Monsieur le Président, je salue l'exécutif d'Air France. Moi, j'avais également une question sur les engagements en matière environnementale. Vous en avez parlé, que votre compagnie est très engagée sur les enjeux écologiques. Donc, vous pensez que cette crise sanitaire va avoir un effet levier pour aller plus loin dans la neutralité carbone de votre compagnie. Alors, comment vous réagissez aux propos de la présidente du Haut Conseil pour le climat qui justement, pour améliorer la qualité et respecter les engagements en matière de climat, invite à réduire les déplacements en avion? Quelle réaction de votre part sur cette position? Et sur le renouvellement accéléré de la flotte, vous en avez parlé, pour avoir des avions moins polluants. Ça recoupe la question du financement. Vous allez sortir dans des conditions financières très difficiles. Donc, ça va être avec quel financement donc près des États, mais quel autre moyen pour renouveler la flotte? J'aurais 2 autres questions plus pratiques sur la reprise. Comment vous allez gérer les entraînements et les renouvellements des autorisations de vol de vos pilotes après ces nombreux jours sans voler? C'est comment il y a la question de garantir la sécurité sanitaire, mais aussi de garantir la sécurité des vols tout court à l'issue de cette crise. Et enfin, vous avez évoqué la question des rapatriements de nombreux de nos compatriotes. Vous avez beaucoup travaillé, je salue l'engagement de votre compagnie, mais il reste toujours des questions concrètes. Je pense à un jeune étudiant de mon territoire qui est actuellement à Shanghai et qui avait un vol Air France retour le 25 mai prochain. Ce vol a été annulé par la compagnie. Comment peut-il rentrer? Parce qu'on ne lui a pas fait de proposition alternative. Quelle réponse concrète vous pouvez apporter à ce jeune étudiant? Merci.
Merci, Monsieur Chevrollier. Monsieur Boyer. Est-ce que Monsieur Boyer est là? Il faut qu'il appuie sur le micro. Monsieur Boyer, une fois, deux fois, trois fois. Monsieur Medevielle. Je rappelle qu'il faut appuyer sur le micro. Voilà. M'entendez, Président? Oui, merci, Mesdames, Messieurs, avocats des qualités. Donc, merci de votre présence et de vos explications. Moi, j'ai une seule question. Bon, je suis comme mes collègues, évidemment, inquiet par la situation de votre compagnie, bon, qui est des autres compagnies européennes et mondiales, et inquiet des conséquences sur l'industrie aéronautique. Alors, quelles conséquences, pensez-vous, aura cette crise sur l'industrie aéronautique? Et où en êtes-vous de vos commandes en cours? Allez-vous pouvoir honorer toutes les commandes? Voilà, merci. Merci, Monsieur Medevielle. Écoutez, je vous propose, Mesdames et Messieurs, de répondre à ces questions. À vous. Qui commence? Anne Couder, Monsieur Smith. Anne, tu veux commencer? Ok. Déjà sur le fait de réduire le transport aérien, ou je ne voudrais pas travestir le sens de la question, je pense que justement cette crise a révélé le rôle aussi du transport aérien, même si évidemment nous volons de manière beaucoup plus modérée. Nous avons tenu à assurer une continuité territoriale. On est resté présent quand beaucoup d'autres avaient arrêté. Le transport aérien, c'est important pour des besoins essentiels. C'est important également pour le cargo. Ben l'a dit, hein, l'offre cargo est très très inférieure à la normale parce que l'essentiel de notre offre cargo, c'est dans les soutes des avions passagers. Donc quand on arrête les avions passagers, on n'arrive plus à effectivement acheminer le matériel sanitaire, d'où le pont aérien avec la Chine, les matériels vers les dom-toms, également rapatrier du fret, de l'ultra-fret. Donc on a d'ailleurs des demandes par voie peu consistantes, en tout cas des demandes antagonistes entre le fait de limiter le transport aérien par rapport à cette période où effectivement on essaie de contenir le Covid, et en même temps d'augmenter l'offre cargo alors qu'on parle par exemple un peu de la même chose. Et donc moi je crois que le transport aérien ça reste un besoin essentiel et qu'on a un rôle absolument crucial pour le rayonnement de la France. Et évidemment, au-delà de cette période où notre souci à tous, c'est de contenir ce virus et de le maîtriser, je pense que cette crise a démontré à quel point une compagnie qui reste présente est essentielle pour une nation qui veut avoir une vraie présence dans le monde. Pour d'autres questions, une question sur l'étudiant bloqué à Shanghai. Malheureusement, effectivement, les autorités chinoises aujourd'hui n'ont pas permis de reprendre un trafic passager. On a même dû organiser notre pont aérien via Séoul, puisque nos pilotes étaient retestés en Chine sur le Covid, même si nous les testions avant qu'ils prennent leur vol. Un d'eux a d'ailleurs été positif et est resté bloqué de longs jours, voire des semaines de mémoire. Et donc, nous n'avons pas pu reprendre nos vols passagers sur la Chine. Et encore une fois, pour le reprendre, il faudra qu'on puisse le faire depuis la France. Il faudra aussi que la Chine réautorise, comme c'est le cas de la plupart des pays africains, des USA et de l'ensemble du monde. Et c'est pour ça que la question de la reprise dépend de facteurs extérieurs très nombreux. Et donc, faire des prédictions sur la reprise relève d'un exercice assez peu scientifique aujourd'hui. Sur les lignes d'aménagement du territoire, bien sûr, il y a et le fait de relier Paris aux régions. Évidemment, quand on va travailler cette problématique de réduction des pertes du domestique, qui est un sujet essentiel, il faut avoir effectivement en tête de maintenir certaines destinations. Je rappelle que nous renforçons le lien des régions vers le hub de Roissy, puisqu'il y a des correspondances à l'international qui sont également importantes pour les régions. Donc, nous souhaitons maintenir ce lien. Et après, effectivement, on regardera au cas par cas. Il faut que ces lignes d'aménagement du territoire soient
soutenables économiquement. Aujourd'hui, toutes celles que nous faisons ne sont pas forcément soutenables économiquement. Il faut qu'on regarde le dossier, je dirais, enfin le sujet en concertation avec tous les acteurs concernés. Sur la question de la reprise et du respect de la sécurité des vols, qui est évidemment un fondamental absolu chez nous, nous veillons à ce que notre programme minimum soit fait par différents types avions de manière à pouvoir faciliter la reprise. La DGAC a donné un certain nombre de facilitations dans l'extension des licences des pilotes et nous allons, sur ce programme minimum, faire voler nos instructeurs et nous allons reprendre des séances de simulateurs pour pouvoir, sans connaître exactement le rythme de la reprise, la faire évidemment en toute sécurité. Nous avons des études de sécurité en cours pour le faire évidemment très sérieusement. Voilà, pour le reste, je vais passer la parole à Ben. Okay, pour la question autour du formation des pilotes, chaque pilote doit faire 6 atterrissages et take-off par 90 jours. Donc, si nos pilotes ne sont pas en position de faire ça, on a toujours des simulators pour essayer d'assurer que nos pilotes restent qualifiés sur le type d'appareil qu'ils se volent. Donc, ça peut être une grande imposition sur nous si cette crise reste plus longtemps, mais au moins on a beaucoup de simulators et ça c'est une option pour nous et on a toujours des réseaux, on a toujours une activité qui est en cours et comme on prévoit, ça va accélérer dans les prochaines semaines après que le confinement commence à être enlevé. Autour du flotte, c'est une importante partie de notre plan stratégique qui était mis en place dès novembre l'année passée. Pour nous, c'était au moins 30 ou 45% de qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place pour assurer que Air France peut être plus rentable. Il y a beaucoup d'options pour nous en termes de financement. Les sales et leaseback, en cette position où nous sommes aujourd'hui, probablement est la meilleure façon de financer nos appareils. Pas d'autres demandes de prise de parole en réponse aux questions qui viennent d'être posées. Donc, je vais donner la parole. Oui, Madame. Oui, Monsieur le Président, j'aurais peut-être ajouté un point. Je ne sais plus comment avait été formulée la question, mais en complément de ce que disait Anne Rigaille sur l'intérêt de l'aérien. Parce que je pense que c'est tout à fait important de voir aujourd'hui où effectivement l'aérien est contesté et dans certains cas très certainement à juste titre. Je pense que c'est vrai que cette crise aujourd'hui révèle l'intérêt que représente l'aérien pour relier des territoires là où aucun autre moyen de transport n'est possible, et tout du moins dans des conditions de rapidité, et on le voit bien aujourd'hui dans le rôle à la fois pour les rapatriements ou le rôle pour le transfert du matériel médical. Et ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'au lendemain de cette crise, je pense que les compagnies aériennes qui sont beaucoup plus responsables de leurs obligations que d'autres devraient être mieux considérées, et notamment au regard des modes de concurrence. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les compagnies aériennes comme Air France, comme KLM et comme d'autres respectent un certain nombre de règles face à d'autres compagnies qui usent le dumping social, le dumping de prix, dans des conditions qui sont complètement anormales et qui sont nuisibles. Donc, je souhaitais attirer votre attention sur ces sujets parce que nous n'avons pas réussi jusqu'à présent à avoir des règles suffisamment équitables en matière de concurrence dans le transport aérien. Et dans un moment comme celui-là, où les États
apportent leur soutien de manière vraiment importante auprès des compagnies aériennes, je pense que les États doivent aussi être très vigilants aux règles de concurrence telles qu'elles devraient s'appliquer normalement. Je le dis d'autant plus que dans le cas d'Air France, comme vous le savez, on a plus de 95%, ou je ne sais plus exactement, de nos collaborateurs qui sont français, qui sont soumis à des contrats français, et ça n'est pas le cas de beaucoup de nos concurrents. Je pourrais dire la même chose d'autres compagnies aériennes qui respectent tout à fait des règles sociales. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Et je pense que la problématique du prix, même si bien évidemment il faut être vigilant par rapport aux consommateurs et donc à nos clients, mais il y a une différence entre, et c'est nous l'effort que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire de maîtriser les coûts de manière à pouvoir avoir une rentabilité qui permette la pérennité de l'entreprise, et c'est très difficile de se battre quand dans d'autres cas on est confronté à des situations pas tout à fait normales de concurrence. Voilà ce que je voulais évoquer. Merci, Monsieur le Président. Merci. Cette situation de concurrence, on la connaît, elle est malheureusement, j'allais dire, assez structurelle et assez récurrente. Je crois que M. Boyer a maintenant la possibilité d'intervenir. M. Boyer. Oui, bonjour, vous m'entendez? On vous entend, allez-y, je vous en prie. Merci. Bonjour Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, Madame la Directrice. Voilà, dans l'ensemble des destinations que vous avez données tout à l'heure, vous avez donné 36 destinations jusqu'en mai. Vous avez parlé d'un vol par jour, Toulouse, Marseille, Nice. Quand est-ce que vous pourriez envisager éventuellement un nouveau fonctionnement de l'aéroport d'Orly? Et ensuite, concernant l'avenir des lignes intérieures, bon, vous avez déjà eu l'occasion de nous recevoir à Air France avec les parlementaires, l'ensemble des parlementaires de la région Auvergne. Vous connaissez les difficultés qu'il y a. Nous n'avons pas de TGV, nous avons un train qui est plutôt obsolète, et le ministre, M. Djebari, la semaine dernière, nous a parlé de rephasage des opérations de modernisation de la ligne, donc on pouvait être relativement inquiet. Donc effectivement, il nous reste l'avion. Et donc, je comprends le problème financier que pose le fonctionnement aérien sur des petites lignes. Donc vous parlez du soutien de l'État. Est-ce que les régions sont sollicitées dans le cadre de nouveaux programmes de financement, parce qu'elles ont la compétence économique, et je pense qu'elles tiennent effectivement à avoir aussi le maintien d'un trafic aérien vers Paris. Donc ça me paraît absolument essentiel de maintenir le lien économique entre nos territoires et Paris. On peut parfaitement comprendre qu'il n'y aura peut-être pas autant de lignes de vol qu'il y avait auparavant, mais il faut qu'il y ait quand même un lien qui soit maintenu, ce qui paraît absolument essentiel. Il ne faudrait pas ajouter de la crise économique à la crise économique et à la crise sanitaire. Merci beaucoup. Merci, M. Boyer. M. Dantec. Oui, bonjour, Monsieur le Président, vous m'entendez? Très bien, allez-y. C'est une audition extrêmement intéressante, et je salue les déclarations très fortes de toute l'équipe d'Air France autour d'Anne-Marie Couder sur le fait de rester dans la transition écologique. Et il y a eu déjà beaucoup de questions sur ce point. Néanmoins, je voudrais en reposer deux plus précises et qui font d'ailleurs écho à la dernière intervention d'Anne-Marie Couder. La première question, simple et précise, est-ce que, malgré ce contexte de crise économique très forte pour le transport aérien, Air France va poursuivre sa politique de compensation des vols? On pourrait même espérer à un moment que cette compensation aille aussi sur les vols internationaux, puisqu'on n'aura pas de neutralité du transport aérien vu son cadre technique sans une compensation à la hauteur des émissions de CO2 à un moment. Donc, est-ce que vous allez, malgré la crise, maintenir votre politique de compensation des vols? Première question. Et deuxième, un peu plus générale, mais qui fait vraiment écho à ce que vous avez dit. Il est peu probable que les carburants de deuxième génération à ce stade, et Anne-Sophie Lelay vient un peu de le dire aussi, seront concurrentiels, surtout avec un prix du pétrole dont on peut s'attendre à ce qu'il reste relativement bas pendant un certain temps, même si les fluctuations du pétrole sont rapides. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas une taxe carbone forte sur le transport aérien,
il n'y a pas de modèle économique avec des carburants alternatifs. Donc, est-ce que Air France, justement, un peu dans la suite de ce que vous voulez me dire, va prendre un peu le leadership et essayer de créer une coalition, on va dire, des compagnies responsables? On peut penser à Lufthansa, on peut penser à d'autres grandes compagnies nationales pour justement imposer au niveau international des compensations carbone beaucoup plus fortes. Et on peut penser que les Chinois sont moins en situation de force qu'au moment où ils se sont opposés très, très férocement à l'ETS européen. Est-ce que ça fait partie de la stratégie du groupe? Parce qu'effectivement, sans cette coalition-là et la remise en cause des règles internationales, il est peu probable que la question du carbone, au-delà des engagements des uns et des autres, mais qui resteront un petit peu des vœux pieux avec beaucoup de mais économiques derrière, on y arrive. Donc, est-ce que vous allez vous engager sur ce point, essayer de construire une coalition? Et du coup, mais le dernier point est plus une réflexion qu'une vraie question. Est-ce que ça ne veut pas dire, mais je l'ai un peu senti dans vos propos, qu'on accepte l'augmentation du prix du billet du transport aérien, ce qui veut dire que là où il y a des alternatives, notamment le train, et notamment à l'échelle européenne, ça veut dire qu'on accepte maintenant clairement de ramener vers le train un certain nombre des passagers et de garder le transport aérien, comme vous l'avez dit, pour les endroits où il est absolument nécessaire aux échanges économiques et à un certain tourisme qu'il faudra aussi relancer. Merci, Monsieur Dantec. Monsieur Pellevat. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Merci pour les réponses que vous avez apportées jusqu'à maintenant. Moi, j'ai une question en ce qui concerne la distanciation sociale qui va immanquablement, et vous l'avez rappelé, se traduire par une perte des recettes, par la diminution du volume de sièges offerts. Donc, vous avez parlé d'un taux de remplissage à peu près à 2/3. C'est ce qui veut dire qu'à périmètre constant, les charges d'exploitation, notamment en termes de masse salariale navigant et non navigant, va automatiquement peser. Donc, je voulais savoir, et vous avez un peu esquissé, quelle sera votre stratégie de maîtrise des coûts. Et dans ce cas-là, envisagez-vous de négocier certains accords d'entreprise? L'éventualité malheureuse de licenciement à l'issue de la prorogation du chômage partiel est-elle une option envisagée en cas de retour lent et très partiel d'exploitation de la totalité du réseau que vous avez abordé pour 2022? Je vous remercie. Merci, M. Pellevat. Dernier orateur inscrit, M. de Nicolaï. Oui, bonjour. Merci, bonjour, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, Mesdames les directrices, merci pour cette audition fort intéressante. Moi, je mets comme de temps en temps le son à sauter dans ma sarthe profonde. Je n'ai peut-être pas tout entendu. J'avais une question, parce que beaucoup de questions ont été posées par mes collègues. J'avais une question qui a été par M. Bedevielle aussi posée sur l'industrie aéronautique. Et donc, les conséquences de cette crise, selon vous, sur l'industrie aéronautique. Ça, c'est le premier point, notamment Airbus. Et le deuxième point, c'est quid du Boeing 737 MAX, avec les difficultés que vous avez connues, malheureusement les drames qui étaient les siens, et quelle est la politique aujourd'hui d'Air France vis-à-vis de cet avion et l'attente qu'ils ont à l'avenir, parce qu'il paraît que cet avion ferait des économies d'énergie à la fois sur le recyclage de l'air qui serait beaucoup moins polluant. Voilà, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup pour toutes ces questions. Maintenant, je vous invite, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, Mesdames, à répondre aux dernières questions qui ont été posées. J'ajouterais peut-être une demande de précision, moi, sur les chiffres en cause. Autrement dit, vous avez été jusqu'à présent assez discret, on peut le comprendre, sur l'ampleur des besoins financiers, mais est-ce qu'on peut avoir quand même quelques éléments sur la trajectoire que vous imaginez pour cette année 2020 en termes de résultats notamment? Anne-Marie, tu veux que je démarre? C'est comme vous voulez. Ok. Alors, bon, déjà, la question d'Orly, on n'est pas décideur Air France sur Orly. C'est vrai que la baisse du trafic, on a aujourd'hui 2 à 3% de nos vols habituels. 2 à 3%, on fait entre 1000 et 2500 passagers par jour. Habituellement, on est à 150 000 par jour. Donc, évidemment, le fait de se regrouper sur Roissy avait du sens.
Et je dirais qu'évidemment, la réouverture d'Orly dépendra de la reprise, du rythme du déconfinement et des besoins des autres compagnies et des décisions également d'Aéroports de Paris. Donc je dirais que c'est aussi une question sur laquelle il est difficile de répondre aujourd'hui. Sur le sujet de Clermont-Ferrand, on est bien conscient hein, de l'importance du transport aérien et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il va falloir travailler le dossier avec l'ensemble des parties prenantes. Clermont-Ferrand est relié aujourd'hui à Orly, à CDG et ainsi que d'autres régions importantes. Et évidemment, il faut trouver une façon de maintenir des dessertes dans une économie qui soit soutenable à moyen long terme pour nous comme pour les régions, bien entendu. Je terminerai peut-être et je passerai la parole à Anne-Sophie sur l'écologie, mais juste par rapport à ce que la question sur la distanciation sociale. Je me suis peut-être fait mal comprendre. Aujourd'hui, la distanciation sociale, ça signifierait un coefficient de remplissage à 66%. Ça signifierait effectivement une baisse de nos recettes de l'ordre, puisqu'on est à 86% à peu près de coefficient de remplissage en général, de 20%. Donc aller chercher 20% sur l'ensemble de je dirais, de nos coûts et pas seulement la masse salariale, qui est une partie de nos coûts, mais qui n'est pas majoritaire. C'est vrai que on ne voit pas de modèle qui puisse, sur le moyen long terme, s'adapter à cette mesure. Et je pense que c'est le cas d'Air France, c'est le cas de la grosse, très, très grande majorité des compagnies. Hein. Évidemment, il y aura des besoins d'accélérer notre plan de transformation, d'être plus productif, plus efficient. Le chômage partiel, je l'ai dit, je crois, on était parti sur une logique de demande de 6 mois à 50%. On voit que la reprise est plus lente que ce que nous imaginions il y a un mois. Donc, on réfléchit à effectivement pouvoir appliquer cette mesure peut-être pendant une période plus longue. Mais ce n'est pas encore, je dirais, ni décidé ni officialisé. Pour revenir sur les sujets environnementaux, je laisserai Anne-Sophie qui est en charge de ce sujet confirmé ou infirmé, mais pour moi, la compensation des vols, oui, il faut poursuivre et plus que jamais, évidemment. Concernant les carburants de nouvelle génération, je la laisse répondre. Je pense que c'est un sujet qui ne concerne pas que les compagnies aériennes qui sont au bout de chaîne, hein, c'est la filière. Hein, il y a des constructeurs d'avions, des constructeurs de moteurs, des aéroports, et donc on ne peut pas toujours se retourner que vers la compagnie aérienne pour lui demander comment elle gère. C'est vraiment une transition qu'il va falloir aborder avec l'ensemble de la filière, puisque chacun est concerné. Et juste être leader en tant que compagnie aérienne et montrer la voie avec certains acteurs qui pourraient être effectivement volontaires, vous en avez cité. Il faut voir que nos plus grands concurrents aujourd'hui sont quand même les compagnies du Golfe. Pour que cela ait du sens, nous avons des concurrents sur toutes nos lignes. Sur Paris-New York, nous avons énormément de compagnies et qu'il faut vraiment qu'il y ait une logique et une cohérence globale pour que ce soit supportable pour une compagnie, quelle que soit sa volonté. Voilà, Anne-Sophie. Merci beaucoup. Vous avez effectivement abordé deux points importants. D'une part, les enjeux de compensation et les enjeux de carburant alternatif. En complément de ce que vient de dire Anne, vous savez qu'il y a plusieurs systèmes de compensation. Il y a des systèmes de compensation européens, des systèmes de compensation mondiaux qui sont en train de se mettre en place dans le cadre du CORSIA au niveau de l'OACI. Anne-Marie et Anne et Ben ont rappelé à quel point notre secteur était concurrentiel et à quel point nous transportons des passagers à travers le monde. Et il est important aussi que tous les enjeux de compensation, de taxation du secteur aérien soient envisagés dans un cadre non pas uniquement français national, mais européen et surtout international pour que l'ensemble des compagnies aériennes soient dans la même situation et soumis à la même, je dirais, application fiscale qui pourrait leur être imposée. C'est la même chose finalement pour le carburant alternatif. La France a pris une initiative extrêmement importante sur ce sujet à la fin du mois de janvier en lançant dans le cadre de l'engagement pour la croissance verte un appel à manifestation d'intérêt pour le lancement d'une filière de production
de biocarburants, de carburants alternatifs plutôt en France. Les réponses sont attendues vers la fin du mois de septembre et ces sujets doivent également être portés au niveau européen et ça sera le cas dans le cadre du Green Deal qui est actuellement en discussion au niveau européen. Nous portons ces sujets évidemment en France. Nous, comme je vous le disais, nous sommes convaincus que c'est une bonne transition dans le cadre du secteur aérien, mais comme le disait Anne, pas uniquement pour les compagnies aériennes en bout de chaîne, mais pour l'ensemble de la filière. Et nous sommes associés avec Safran, avec Total, évidemment dans ces discussions avec les aéroports, en particulier ADP. Et nous pensons extrêmement utile de les porter de la même manière au niveau européen. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre de l'association des compagnies aériennes européennes et 4E au niveau européen. Madame Couder. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Oui, simplement sur la question que vous posiez tout à l'heure, Monsieur le Président, sur la trajectoire financière. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, pour nous, c'est un peu compliqué de s'exprimer sur ces sujets. Nous travaillons évidemment au niveau du groupe et bien sûr des deux compagnies majeures, Air France d'un côté et KLM, sur les business plans qui fondent les besoins de soutien de trésorerie sur les mois à venir. Nous le faisons actuellement à l'appui de ces demandes. Ça nous est difficile de nous exprimer aujourd'hui et vraiment j'en suis tout à fait désolée. Vous connaissez en règle générale notre transparence, mais ce sont des sujets assez sensibles et tant que nous n'avons pas abouti dans les discussions, c'est un peu difficile de le faire. D'autant que, comme vous le savez, les prévisions sur lesquelles on se fonde ont beaucoup bougé tout au long des dernières semaines, compte tenu du fait qu'entre la mi-mars et maintenant, on a vu cette chute terrible de notre activité et que les perspectives de reprise d'activité, on en a suffisamment parlé aujourd'hui, ne seront pas très claires compte tenu non seulement de nos propres pays européens, mais aussi des pays de destination. Donc c'est assez évolutif actuellement. De toute façon, on s'exprimera très prochainement sur ces sujets-là à partir du moment où les États actionnaires se seront avancés et que nous pourrons nous exprimer. Puis j'ajouterai que de toute façon, dès le début du mois de mai, on aura déjà les résultats du premier trimestre et on y verra aussi, je pense, à ce moment-là, un petit peu plus clair sur nos perspectives et on pourra s'exprimer plus librement. Donc, je suis un peu désolée, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, de vous faire cette réponse qui n'est pas très satisfaisante pour vous, mais nous serons à votre disposition pour vous donner tous les éléments d'information nécessaires pour notamment que vous puissiez, dans votre rôle, suivre finalement les engagements que l'entreprise, que le groupe Air France KLM prendra face au soutien que nous aurons des États français comme néerlandais. Et moi, je peux répondre aux questions autour du flotte. On n'a pas en commande les 737 MAX. On a les Airbus A220 pour le renouvellement du flotte moyen courrier Air France. On a toujours les 737 NG pour Transavia et pour KLM, pareil. Donc, dès aujourd'hui, nous ne sommes pas en risque de nos commandes à cause du problématique avec les 737 MAX. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaitiez apporter en complément des réponses aux questions qui ont été posées? Moi, je peux dire. Oui, allez-y. Premièrement, oui, j'ai pas quelqu'un a demandé la question autour des salaires de nos pilotes. Les salaires de nos pilotes sont au marché. C'est pas quelque chose qui est vrai si je vois dans les journaux ou j'écoute. C'est pas le de KLM. Leur rémunération, c'est au niveau du marché. Je veux remercier nos salariés pour leur engagement
et leur responsabilité pour assurer que ceux qui nous soutiennent, particulièrement le gouvernement français, parce qu'il peut être convaincu que Air France peut vraiment devenir un vrai champion mondial, tout ce qu'il y a et montrer tout ce qu'il y a de mieux en France et démontrer au monde que la France peut développer en termes de leader dans l'industrie aérienne. C'est vraiment une excellente opportunité pour nous et pour montrer qu'avec un véritable alignement avec tous les parties prenantes, la France et Air France peuvent être les premières à développer l'avenir. Et ça, c'est vraiment, je veux dire encore, une opportunité formidable. Montrer avec un véritable alignement, ça va être tous les parties prenantes, donc c'est l'aéroport de Paris, c'est nous, c'est le gouvernement, que la France et Air France peuvent être les premières à développer la compagnie aérienne du futur en termes de responsabilité environnementale et un partenariat solide et aligné pour que tout ça peut être mis en place pour le futur. Donc, je vous remercie, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le président. Et s'il y a d'autres questions, je pense qu'on a quelques minutes de plus, s'il y en a des autres. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres demandes de parole. Il me reste donc à vous remercier beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir consacré près de 2 heures à cette audition qui était, je crois, très, très intéressante, même si on n'a pas eu les réponses à toutes les questions, mais on comprend très bien que dans cette période-là, il y ait sur certains sujets une discrétion. Je voudrais simplement, avant de nous quitter, vous indiquer, si vous deviez en douter un seul instant, que nous sommes évidemment très attachés au pavillon français, que nous sommes très attachés au fait d'avoir une entreprise aérienne française performante et que nous soutiendrons bien sûr tous les efforts qui seront faits par l'État, par le gouvernement pour vous accompagner dans cette période difficile dont nous espérons, comme vous, qu'elle sera en fait une opportunité pour votre entreprise. Néanmoins, vous êtes évidemment devant une commission, vous l'avez compris, qui est en charge de l'aménagement du territoire et du développement durable. Donc, nous serons évidemment très attentifs à ces aspects-là. Il ne faut pas que la nécessaire réduction des coûts elle se traduise en termes d'aménagement du territoire. Alors, c'est vrai que ce ne sont pas aux entreprises de financer l'aménagement du territoire, qu'il doit y avoir une répartition équitable entre l'État et l'entreprise par rapport à la prise en charge de l'aménagement du territoire. Ce n'est pas à Air France d'assumer le coût de l'aménagement du territoire. On sera évidemment vigilant au fait qu'Air France puisse remplir une mission en la matière et vigilant quant au fait que les attentes qui ont été exprimées au cours de cette audition, mais aussi à l'extérieur de notre Assemblée en matière d'environnement soit réellement suivi des faits et soit réellement suivi par des faits. Voilà, merci beaucoup et j'espère à très bientôt. Bon courage à vous. Merci. Voilà, vous avez donc pu suivre cet après-midi l'audition de la direction du groupe Air France KLM qui s'exprimait devant les sénateurs de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable en visioconférence, bien sûr, dans le cadre de l'épidémie, de la pandémie de coronavirus. Un coronavirus qui a de grandes conséquences, bien sûr, sur la santé du groupe Air France KLM, qui en appelle à des aides de la part de l'État français, de l'État néerlandais pour se sortir de cette crise. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne soirée sur les chaînes parlementaires.